Karim Nassif, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bien et vous? Très bien. Vous êtes avocat, partenaire du cabinet CVML, avocat spécialisé en droit de l'arbitrage notamment, enfin l'arbitrage, hein. C'est pas une matière juridique à part entière, c'est plus un art. Libanais d'origine et installé dans les Émirats depuis une dizaine d'années. Effectivement. Vous êtes basé à Dubaï. On va profiter justement de votre connaissance du terrain, de ce monde juridique dans cette région du monde pour essayer de mieux comprendre comment ça marche. Votre sentiment, déjà la raison de votre participation à ce First Arab Civil Code Forum, organisé ici à Abu Dhabi par LexisNexis dans ce cadre prestigieux de la Sorbonne, est-ce que vous sentez que c'est important d'organiser ce genre de manifestation? Ah oui, absolument, absolument. Il y a une chose que les gens tendent à oublier dans la région, que c'est une région de droit civil, à l'exception de l'Arabie saoudite où il y a un peu plus de droits religieux qui gèrent certains secteurs du droit. Toute cette région, plus le Levant et l'Afrique du Nord, sont des pays de droit civil. Mais les praticiens du droit, en général, ils sont des nationaux ou des Arabes dans ces pays, ou des anglo-saxons. Donc on n'en trouve pas beaucoup, au fait, de Français qui pratiquent le droit civil dans un monde de droit civil. Et donc, du coup, vous diriez qu'il est moins vigoureux, finalement, quelque part, il s'est un peu mis en retrait par rapport à des lawyers anglo-saxons plus agressifs? Écoutez, c'est assez intéressant comme question. Déjà, la présence de la Sorbonne, ça va reprendre, disons, le flambeau et un peu illuminer un peu plus le droit local et de la région, donc, qui est un système de droit civil. Et ça va aider un peu plus à la compréhension de ces concepts. Maintenant, l'existence des grands cabinets anglo-saxons ont eu deux influences. La première, disons qu'ils essaient parfois, dans les transactions qu'ils mènent, d'isoler la transaction de son environnement local et en introduisant des clauses de juridiction ou des clauses de loi anglo-saxonnes, etc. Ça, c'est la première chose qu'ils essaient de faire. Parfois, bon, ça n'arrive pas, ça ne marche pas, parce qu'il y a des gens qui veulent que ce soit le droit local. Et la deuxième, c'est le professionnalisme de ces gens-là. N'empêche que c'est vrai que les avocats de droit civil sont techniquement bons, mais ils sont moins éloquents que les Anglais, qui sont techniquement moins bons, mais plus éloquents à vendre, du moins dans le marketing de l'affaire. Ils sont forts en marketing, nos amis anglo-saxons, c'est vrai. Est-ce qu'on peut distinguer deux parties? Une partie quand tout va bien, c'est-à-dire quand on signe un contrat, et puis la partie de litige, où ça va moins bien. Est-ce qu'il y a aussi là deux univers qui cohabitent? Il y a deux univers qui cohabitent. Il y a trois univers qui cohabitent, disons. Il y a le premier univers qui sont les tribunaux locaux. Ces tribunaux sont d'inspiration civiliste à fond. Il y a beaucoup de litiges entre les gens, entre les sociétés, etc., qui vont devant ces tribunaux. Il y a tout le côté du droit pénal aussi qui, quand même, qui relève de ces tribunaux. Et ça, c'est normalement des Émiratis, par exemple, aux Émirats, plus certains citoyens arabes qui parlent l'arabe, qui sont là et qui ont eu les licences de plaider devant le tribunal il y a bien longtemps. Donc il y a déjà cette première partie. Puis il y a maintenant l'émergence des cours anglaises, entre guillemets, comme les DIFC Courts. Ça c'est dans les free zones, c'est ça? Ça c'est dans les free zones, ça c'est les zones financières. Il y en a une à Dubaï qui marche très bien, il y en a une qui vient de commencer à Abu Dhabi et qui, on verra, elle va bien marcher, et qui ont adopté au fait un système anglo-saxon. Qui à Dubaï, au fait, au début, c'était la compétence de ces cours anglo-saxonne était destinée seulement à résoudre les conflits ou les disputes de gens qui sont dans le DIFC ou qui ont un rapport ou en relation avec le DIFC. Mais maintenant, ils ont élargi la loi. Est-ce que tout justiciable peut demander, s'il y a un accord entre les parties, d'aller devant ces juridictions? Étant donné qu'il y a beaucoup d'expatriés, parfois la communication avec les avocats locaux ou arabes ne passe pas très bien, surtout quand on est un general counsel
Donc un directeur juridique d'une société venant d'un background anglo-saxon, quand on se retrouve devant un juge, c'est plus facile d'aller dans une free zone. Donc on voit de plus en plus ça. Il y avait des problèmes sur l'exécution de ces jugements, comment on va faire, parce qu'on a un jugement en anglais rendu par des juges anglais devant des juridictions locales, parce que les biens, qu'ils soient fonciers ou pas fonciers, ne sont pas... Ça, c'est le problème de l'exécution. C'est de l'exécution qui est là, donc qui revient devant les juridictions normales, ordinaires, parce que ça c'est une juridiction d'exception. Et donc il y a toute cette affaire. Mais je pense que l'émergence de ces zones ne doit pas vraiment être considérée comme une fausse chose ou une chose qui est anormale. Non, c'est une chose très ordinaire. Le monde des affaires à l'international est de plus en plus gouverné par le droit anglais. Mais en même temps, ça a, je pense, des influences assez bonnes parce que les juridictions locales et les praticiens locaux sont maintenant en mesure, surtout les praticiens en mesure de plaider devant ces cours. Donc il y a un niveau aussi qui se relève quelque part. Et la troisième, c'est l'arbitrage international qui est quand même assez hybride dans un système qui est à lui tout seul. Bon, c'est normal. Moi, par exemple, je suis un avocat de droit civil. Je siège en tant qu'arbitre parfois dans des litiges qui sont gouvernés par le droit anglais ou par un droit islamique ou par le droit local. C'est ça qui permet de cohabiter. Finalement, l'arbitrage, c'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution parce que la procédure arbitrale est quand même à cheval entre le système de droit anglais ou anglo-saxon et le système de droit français, surtout en matière de preuves. On a réussi avec certaines règles, avec des standards internationaux, à trouver une position médiane, disons. Mais d'après ce que j'ai vu les 10 dernières années, je vois toujours qu'il y a plus de 80% des litiges auxquels j'ai été confronté sont soumis au droit civil. D'accord. Dans ce contexte, quel est selon vous l'avenir justement du droit d'inspiration française, le droit civil? Est-ce que c'est quelque chose qui va gagner du terrain ou finalement en perdre, si on s'intéresse au monde des affaires surtout? Écoutez, ça va gagner du terrain, oui, parce que quand même le droit civil donne à une transaction un certain équilibre, une balance. Il y a quand même des principes juridiques qui sont bien ancrés depuis 200 ans, qui ont été formulés dans des codes. Le code, c'est un écrit, c'est quand même quelque chose qu'on suit. Donc normalement, ça c'est une chose qui donne de l'assurance à quelqu'un qui faisait. Il y a toujours un désir. Les Émiratis, ils ont une fierté nationale et patriotique comme toute personne. Donc il y a beaucoup qui voient par exemple quand il y a une transaction qui se fait, ils aimeraient bien que ça soit soumis à leur propre droit, qui est un droit d'inspiration de droit civil. Enfin, c'est un système de droit civil complet. Maintenant, il y a une chose qu'il faut faire, c'est que c'est l'absence des avocats européens continentaux, que ce soit français, belges, suisses, des Irlandais, etc., qui viennent s'installer ici. On voit de plus en plus des avocats français qui travaillent avec des cabinets anglo-saxons, donc qui ont une connaissance du système juridique, mais qui sont dans des cabinets anglo-saxons. Je pense que les cabinets français devraient un peu sortir du snobisme parisien et commencer à investir plus dans tous les pays de droit civil. N'empêche, il faut bien 60%, je pense, je donne un chiffre comme ça, mais c'est juste pour refléter qu'il y a une majorité de pays qui ont adopté le système de droit civil et on ne voit pas la présence de cabinets et de praticiens français qui peuvent être le phare de ce rayonnement. Et oui, vous avez raison, hein. Le code civil tout seul ne suffit pas, c'est un livre inerte, il faut aussi des hommes et des femmes pour l'animer. Effectivement, parce que c'est deux choses. On ne parle pas du marketing. Le marketing vient tout seul. Il y a deux choses énormes dans ça. Un, c'est quand on vient, c'est-à-dire on s'implante et on parle, c'est pas seulement pour le business, mais c'est aussi un message pour dire qu'on croit dans notre système et que ce système est bon pour les transactions. Et deuxièmement, ça amène un vent nouveau de débat qui existe probablement plus en Europe que dans le Moyen-Orient sur comment gérer les anciens concepts de droit civil et comment les adapter à la nouvelle économie ou au monde moderne des affaires. Bon, Karim Nassif, vous portez haut ces couleurs. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, à monsieur. Bientôt. Merci, à très bientôt.